Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, bienvenue à notre présentation, notre premier webinaire du département de pharmacie. Je vais laisser quelques minutes pour les participants de se joindre, puis on va commencer comme vers midi 3, à peu près. Parfait, donc on est déjà 31 participants dans notre webinaire, donc je pense qu'on est bon pour commencer. Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre webinaire, ce que j'aurais aimé savoir pour ma première année comme pharmacien ou pharmacienne en établissement de santé. Trucs et astuces. Donc, je m'appelle Nada Dabak, je suis pharmacienne, chef adjointe du département de pharmacie au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal et on est très fiers de vous présenter notre premier webinaire de rayonnement. Parmi les objectifs de notre présentation aujourd'hui, on aimerait faire découvrir à nos futurs pharmaciens en établissement de santé certaines réalités d'une première année comme pharmacien dans nos différents milieux. Donc, parmi nos milieux, on a des centres hospitaliers de courte durée, comme l'hôpital général du Lakeshore, l'hôpital La Salle et le centre hospitalier de St. Mary's. On a également l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et plusieurs CHSLD, donc des hébergements de soins de longue durée. Et les pharmaciens conférenciers vont pouvoir vous offrir des trucs et des astuces concrets pour amorcer votre transition vers la pratique professionnelle et ainsi mettre en lumière la diversité des rôles selon les différents types d'installations et les expertises des équipes. Donc, en gros, voici le déroulement de la conférence, du webinaire. On a une introduction et un mot de bienvenue de 5 minutes environ. Ensuite, on va passer tout de suite à notre présentation et notre panel avec nos conférenciers. Et à la fin, on se réserve 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, je vous présente nos conférenciers. On a M. Jordan Pelletier, qui est pharmacien à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. Jordan est pharmacien depuis 2015. Il a développé une expertise pointue en santé mentale. Il a d'ailleurs commencé sa carrière au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, d'abord à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et ensuite à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. En 2021, il a rejoint notre CIUS, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, à l'Institut Douglas et il exerce toujours parmi nous. Aujourd'hui, il partage son temps à l'urgence psychiatrique et à l'hospitalisation à domicile. Jordan est dans notre équipe, il fait vraiment partie de l'équipe et il est reconnu pour ses qualités pédagogiques. Il s'investit activement dans la formation de la relève et il encadre beaucoup de nos résidents et de nos étudiants en pharmacie. Notre deuxième conférencier est Samuel Starnino. Samuel est avec nous depuis 2024. Il a fait ses études à l'Université de Montréal et il a fait sa maîtrise au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il est pharmacien avec nous en médecine interne, en chirurgie, à l'urgence et en informatique médicale et il travaille au Centre hospitalier de St. Mary. Et finalement, Peter Kwan. Peter est également pharmacien depuis 2024 avec nous. Il travaille à l'hôpital La Salle. Il a fait son PharmD à l'Université de Montréal et sa maîtrise tout de suite après. Il travaille à l'urgence, aux soins intensifs et à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive qu'on appelle RFI.
Donc, qui nous sommes? Nous sommes le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, à l'écran, c'est la zone bleue que vous voyez. On est en fait le plus grand CIUS sur l'île de Montréal. On couvre 38 du territoire de l'île et on a plusieurs installations qui sont sur territoire et à l'extérieur du territoire. Donc, si je vous présente un petit peu nos types d'installations, donc complètement à l'ouest, on a l'hôpital Sainte-Anne, qui est un CHSLD, donc un des plus grands CHSLD au Québec. Ensuite, on a l'hôpital général du Lakeshore ici, qui est un hôpital communautaire où on trouve différentes unités comme de la médecine interne, des soins intensifs, l'urgence, de la chirurgie, des soins pâles, etc. Par la suite, il y a l'hôpital de La Salle, qui est un hôpital communautaire également, mais à partir de l'hôpital La Salle, on dessert plusieurs centres d'hébergement de soins de longue durée, dont le CHSLD Dorval-Lachine, La Salle, Dorval, pardon, il y a le CLSC Dorval-Lachine et le CLSC La Salle, mais les CHSLD, c'est Dorval, La Salle, Lachine, Nazaire-Biché et Les Berges. Ensuite, on a l'Institut universitaire de santé mentale Douglas qui est à Verdun. Donc, il n'est pas sur notre territoire, mais il fait partie de notre CIUS, qui est effectivement spécialisé en santé mentale. Le centre hospitalier St. Mary's sur Côte-des-Neiges, qu'on connaît bien, qui est un hôpital communautaire, également avec des unités comme les soins intensifs, médecine interne, chirurgie, urgence. Et finalement, le centre de soins prolongés Gray's complètement dans l'Est, qui est un soin de longue durée. Donc, sans plus tarder, on va commencer le panel. Donc, on va essayer de répondre à 4 questions qu'on a identifiées qui seraient pertinentes pour un pharmacien qui commence sa pratique en établissement de santé. Donc, quel a été votre plus grand défi en début de carrière? Qu'auriez-vous aimé savoir avant de commencer? Comment votre rôle a-t-il évolué selon le milieu? Et avez-vous un conseil à donner à un résident ou un pharmacien qui commence? Donc, on va commencer avec la première question. Quel a été votre plus grand défi en début de carrière? Je vais laisser la parole à Samuel. Oui, donc moi, qu'est-ce qui m'avait vraiment frappé au début de ma pratique, c'était la charge de travail. Donc, je passais de la maîtrise là, où on nous apprenait vraiment à se concentrer sur un patient puis le faire vraiment de A à Z en faisant comme 1 à 2 patients par jour. Puis là, je me suis retrouvé sur une unité où j'avais 35 patients à ma charge. Donc, c'était comme une charge de travail complètement différente. Par contre, c'est sûr que la structure de la maîtrise, là, ça l'aide à, quand on l'a bien dans notre tête, à avoir cette meilleure rapidité qui s'en va avec le temps. Par contre, quelque chose que j'ai réalisé rapidement, là, c'est que c'est pas nécessaire de tout faire pour tous les patients parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Là, fait que c'est vraiment d'aller prioriser les patients. Là. Donc, chaque matin, je mets tous mes nouvelles admissions, je les regarde rapidement, puis je me dis, OK, c'est priorité 1, 2, 3. Puis si je ne réussis pas à faire mes priorités 3, c'est pas la fin du monde, ça peut aller au lendemain. Fait que j'essaie vraiment d'y aller avec la règle du 80-20, là, où en 20 du temps, en me concentrant sur un patient, je suis capable d'aller trouver mon 80 des interventions, puis ensuite de passer au prochain patient et de ne pas perdre trop mon temps. Puis si j'ai du temps après avoir fait tous mes patients, là, je peux revenir puis un petit peu aller gratter plus en profondeur là, dans ce 80%-là. Mais c'est ça que j'ai trouvé difficile puis qui est à aller travailler. Là, c'est vraiment un petit peu en laisser aller, là, qu'on ne peut pas tout voir pour tous les patients, puis savoir quelle intervention ça vaut la peine d'aller plus en profondeur, puis quelle autre non. Puis j'ai un conseil qu'on m'avait donné en début de ma pratique, là, parce que ça me dérangeait que certains patients, je n'avais pas eu le temps de faire, puis là, le lendemain, le patient quittait déjà. Puis qu'est-ce qu'un de mes collègues m'avait dit, c'est si le patient est déjà prêt à partir, il va bien, il n'a pas nécessairement besoin de ton aide. Fait que ça m'a fait un petit peu décompresser là, en me disant de me concentrer sur les patients qui en ont le plus besoin. C'est vrai qu'à l'université, on est tellement habitué à avoir un patient complètement, fait que la transition vers une charge complète, ça peut être difficile. Merci, Samuel. Et j'avais un deuxième point là, qui était mon encadrement de mon premier étudiant/résident, qui peut venir quand même vite. Là. Puis au début, je me disais comme coudonc, c'était moi le résident il y a quelques mois, puis là, c'est moi qui est en charge de l'évaluation. Fait que j'ai quelques petits trucs là, qui m'ont aidé à ce niveau-là. Fait que premièrement, c'est de prendre le pouls au début, de voir où ils sont rendus. Là. Donc, quand c'est une deuxième année, tu sais, quels cours qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour essayer de leur donner des cas sur de la matière qu'ils ont déjà vu. Puis au niveau des quatrième années résidents, là, de voir quelles rotations qu'ils ont déjà faites, qu'un résident en début
de parcours qui n'a pas encore fait de médecine interne versus un qui est à la fin de son parcours, puis c'est sa troisième rotation en médecine interne. Donc, on ne s'attend pas aux mêmes choses, on ne leur apprend pas les mêmes choses. Fait que c'est ça, d'essayer de prendre le pouls pour voir où on se situe. J'essaie aussi, principalement avec les étudiants, d'essayer d'organiser les semaines par terme. Donc, une semaine, par exemple, d'infection respiratoire, puis de consolider l'information. Donc, souvent, il y a tellement de pathologies qu'on ne peut pas tous vous les voir en une rotation de 4 semaines. Fait que, des fois, on a tendance à vouloir en montrer plus, mais des fois, il faut un petit peu aller plus lentement. Là. Donc, de donner un deuxième cas qui a la même pathologie que la dernière qu'il a faite, c'est super bon pour qu'ils viennent consolider l'information. Donc, même pathologie, mais un cas plus complexe. Puis, on vient un petit peu construire sur qu'est-ce qu'ils ont appris par le passé. Puis sinon, aussi au niveau de la gestion du temps, là, de gérer la complexité des cas en fonction de ça. Donc, de se dire un petit peu, OK, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui sont encore à l'étage, donc j'aimerais ça qu'ils fassent tous ces suivis. Fait que je vais donner un cas un petit peu moins complexe pour qu'on ait le temps de tout faire ça en une journée. Versus à l'inverse, là, si on a un cas qui est super beau, mais qui semble vraiment complexe, de se dire, OK, celui-là, je ne m'attends pas à ce que tu me le présentes aujourd'hui, on peut le réviser demain. Donc, d'essayer un petit peu de se garder cette gestion du temps-là. Sinon aussi, ça peut aider là, de se donner comme une tombée pour réviser les notes. Donc, de se dire, si à 3 heures, tu n'as pas terminé ta note, c'est pas grave, on va la réviser demain. Mais de juste pas que, tu sais, des fois, on continue, puis OK, ma journée finit à 4 heures, puis à 4 heures moins 5, là, OK, je suis prête à réviser. Fait que là, OK, c'est bon, on va réviser. Puis là, ça étire euh, toutes les journées. Là. Donc, c'est ça, d'essayer de se donner une heure de tombée. Je trouve que ça l'aide aussi. Puis à la prochaine diapositive. Donc, malgré ça, il faut être prêt à l'imprévu. Donc, j'ai eu des fois, on donne un cas à l'étudiant, puis le patient part avant qu'il ait fini son cas. Donc, c'est pas la fin du monde. Il faut apprendre un petit peu à roll with the punches. Donc, on peut quand même réviser un cas pour un patient qui a quitté. C'est quand même bon au niveau académique. Puis, si jamais il y a une intervention super importante qu'on trouve en faisant cette révision-là, on peut toujours discuter avec le médecin, appeler la pharmacie communautaire, quoi que ce soit. Sinon, ça arrive qu'un cas est plus ou moins complexe que qu'est-ce qu'on pensait initialement. Là. Donc, j'ai donné déjà à un étudiant de deuxième année ce qui me semblait être une pneumonie assez simple. Finalement, nos cultures sont revenues avec une mycobactérie, puis j'étais comme, oups, j'aurais clairement pas donné ça à un étudiant de deuxième année en le sachant d'avance, mais on le sait justement pas d'avance. Donc, c'est d'essayer de un petit peu modifier nos attentes. Là. Donc, j'avais dit, OK, focus vraiment sur les autres pathologies, puis cette partie-là, on va le faire ensemble, ou je ne m'attends pas à ce que tu connaisses toutes les réponses, disons. Puis des fois, il n'y a pas de patient avec la pathologie qu'on ciblait pour une semaine ou il n'y a aucune admission une journée. Là. Donc, il faut toujours essayer de naviguer avec ça. Là. Donc, donner un cas en suivi ou une autre pathologie. Là. Toujours, comme je l'ai dit plutôt, avec 35 patients sur un étage, là, il y a toujours quelque chose à faire à leur donner. Sinon, c'est normal de ne pas savoir toutes les réponses. Donc, comme je l'ai dit, on était à leur place il y a quelques mois. Et donc, ce n'est pas unidirectionnel. C'est vraiment, chaque fois que j'ai un étudiant ou un résident, j'en apprends comme eux, ils en apprennent. Fait que c'est jamais mauvais de dire, je ne connais pas la réponse, je vais aller vérifier. Ou, si tu veux, tu peux lire là-dessus ce soir, puis on va en rediscuter demain. Fait que c'est normal qu'on n'ait pas toutes les réponses. Puis c'est aussi normal qu'on accomplisse moins dans notre journée. Donc, surtout les étudiants, c'est une grosse demande en temps. Donc, c'est normal qu'on ne fasse pas tous les patients qu'on fait d'habitude, puis c'est tout à fait acceptable. Mm. Merci Samuel. Ça enlève un peu de pression, je pense, de savoir que c'est OK de ne pas tout faire parfaitement. Surtout nous, les pharmaciens, on est souvent des perfectionnistes. Toi, Jordan, c'était quoi ton plus grand défi en début de carrière? Ah, c'était moi, en fait. Fait que Ah, je m'appelle excuse-moi, je Jordan. me suis trompée. Mais je fais un point avec ce que Samuel avait dit, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. Puis c'est honnêtement un feeling qui restait avec moi, qui reste toujours avec moi, puis qui m'avait un petit peu déstabilisé au début. Pour ceux qui finissent en ce moment leur formation, vous allez probablement remarquer que vous avez beaucoup appris. Puis cet apprentissage va continuer. Puis c'est normal au début de se sentir un petit peu, c'était un certain manque de confiance, du moins c'est ce que moi j'ai ressenti. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment d'autre façon d'améliorer cette confiance, puis connaissance, compétence, tout ça, mis à part faire la pratique puis acquérir l'expérience. Fait que moi, ce que je pourrais vous recommander, c'est vraiment de trouver quelqu'un
un mentor ou quelqu'un que vous connaissez, peut-être un de vos collègues qui graduent avec vous, de voir s'ils peuvent vous supporter durant cette période. Ce qui a fonctionné pour moi, mettons, j'ai fait un stage à l'hôpital de La Salle. Mon ancien maître de stage était là quand moi j'étais embauché. Alors lui était, si vous voulez, un petit peu mon mentor informel. Fait que je me réfère à lui quand j'avais des questions que je ne connaissais pas ou des soucis, juste pour me rassurer. Ça m'a apporté quand même, ça m'a aidé à quand même gagner en confiance durant ma première année, malgré le fait que je ne savais pas tout et que je ne vais jamais savoir tout. Fait que ce lien-là personnel est quand même assez important. Fait que je vous suggère d'essayer d'en trouver un du mieux de votre capacité. Sinon, chez nous, du moins à La Salle, c'est quelque chose qui a été bien fait pour moi. Fait que je le recommanderais à un ami. Merci, Peter. Prochaine question. Qu'auriez-vous aimé savoir avant de commencer? Je vais continuer sur ce point également. On peut aller à la prochaine slide. Honnêtement, la distribution, c'est un problème que je fais face pas mal souvent. Ça, c'est lorsque les gens ont des allergies et surtout quand ils en ont plusieurs. À la distribution, on n'a accès à aucune information, on ne sait pas c'est quoi, puis là, c'est difficile de valider quand tu ne sais pas si son allergie à la pénicilline, c'est une vraie ou c'est un fake. Fait que j'ai deux outils que moi, j'utilise pour aider à ce dilemme-là. La première, c'est justement intégré dans votre logiciel d'hôpital. Vous êtes capable souvent de retourner en arrière, voir les hospitalisations passées. Puis, justement, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils ont eu par le passé. Fait que si, mettons, elle se dit allergique à la pénicilline, mais elle a reçu de l'amoxil 3 fois dans la dernière année à l'hôpital, vous vous doutez que probablement elle n'est pas allergique. C'est une des façons que j'utilise, mettons, si je n'ai pas accès à un pharmacien de l'étage. Ou sinon, via le DSQ. Si on va à la prochaine slide, en fait, si vous ne connaissez pas cette touche, vous pouvez cliquer sur la vue 2, puis ensuite la version pour impression. Ça va vous ouvrir un nouveau onglet. C'est un fichier PDF. Ça montre absolument tous les médicaments qui ont été enregistrés au DSQ par le passé. Alors, vous pouvez faire CTRL F puis chercher la molécule que vous voulez, au même principe que lorsque vous cherchez dans les hospitalisations précédentes. Ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'ils ont pris, est-ce qu'ils tolèrent cette molécule ou non. Merci, Peter. C'est des bons trucs. Et toi, Jordan? Oui, je vais prendre le relais. En fait, je vais commencer par faire du pouce un peu avec ce que mes deux collègues viennent de discuter. Donc, le début de pratique, ça peut rendre... ça peut être difficile au début d'avoir la confiance et tout. Puis, on dirait qu'on a une vision que, une fois que j'ai mon diplôme, j'ai acquis les apprentissages qu'il faut pour le travail. Là, c'est parfait, j'ai mon diplôme, je peux commencer le travail, puis je suis 100% prêt. On est prêt pour commencer le travail, mais l'apprentissage, en fait, il faisait juste commencer, puis il va continuer. Et puis, c'est normal que ça soit plus difficile au début. On acquiert enfin une autonomie plus accrue, donc on n'a plus personne qui nous surveille ce qu'on fait ou qui valide ce qu'on fait. Donc, ça, c'est agréable d'avoir cette autonomie-là, mais c'est sûr que ça vient avec une certaine charge de stress qui est supplémentaire, surtout dans la première année. Donc, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que j'aurais aimé que quelqu'un me dise tu vas avoir ta transition dans ta première année de pratique de résident en pharmacie autonome, c'est inconfortable. Puis, en fait, c'est normal que ce soit inconfortable. Donc, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé savoir. J'ai trouvé ça particulièrement, personnellement, plus inconfortable avec le défi de la distribution. Donc, je vais aborder l'aspect de début de pratique en distribution, plus en détail avec les prochaines slides. Parce qu'en fait, notre formation est beaucoup axée sur la clinique. Puis, même à ça, on vient d'en parler, la clinique, souvent, on révise des dossiers de A à Z, puis finalement, ça ne prépare pas à la charge de travail. Mais la distribution, durant la maîtrise, on a un seul stage de 4 semaines et on fait quand même beaucoup de distribution dans notre pratique, dont notre première année. Donc, c'est là que j'ai trouvé que c'était un peu plus inconfortable. Pourquoi? Pour la prochaine slide, en fait, c'était un peu dans ma tête, c'est comme, mais là, c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que c'est que je dois être le plus rapide possible pour que les patients aient accès à leurs médicaments, puis aussi de faire ma part, puis de ne pas laisser trop d'ordonnances à mes collègues à valider, puis moi, j'en valide moins, versus la qualité. Est-ce que je m'assure
bien chercher les informations que j'ai besoin puis faire le travail de plus grande qualité possible en distribution. Rapidement, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait tenter de viser les deux. Et puis, tenter de viser surtout l'efficacité. Donc, d'être suffisamment rapide et d'avoir une suffisamment bonne qualité, finalement, pour être efficace. C'est quoi mes trucs? Premièrement, pour l'aspect rapidité, ben, de se faire une routine de validation, ça peut être quand même très pratique pour gagner en rapidité. Puis ça rend aussi, c'est rassurant, en fait, là, de se dire, bon, je commence par vérifier est-ce que j'ai le bon patient, les allergies. Donc, avoir une routine, d'y aller vraiment dans l'ordre à chaque fois de la même façon, ça permet d'éviter d'oublier des choses, puis ça permet d'aller assez vite, puis c'est rassurant. Autrement, au niveau informatique, ce n'est pas nécessairement ma force, puis j'ai demandé à des collègues qui m'ont aidé à utiliser des raccourcis avec le clavier plutôt qu'utiliser seulement la souris. Donc, ça permet de gagner quand même en rapidité. Aussi, à des collègues, je pouvais leur demander c'était quoi leur truc pour être plus rapide. Des fois, je pense qu'on manque un peu d'assurance, puis on va annoter, mettons, beaucoup de résultats de laboratoire sur une ordonnance d'admission, par exemple, à l'urgence. Puis, au fil du temps, on va peut-être réaliser que ce n'est peut-être pas nécessaire d'annoter toujours toutes ces informations-là. Donc, il y a des façons d'être un peu plus rapide. Finalement, dernier truc pour la rapidité, je vous dirais que le meilleur, en fait, c'est l'exposition fréquente. Donc, plus on en fait, plus on devient efficace et rapide. Donc, ça, c'est seulement le temps qui fait qu'on acquiert l'expérience et on gagne en rapidité. Donc, les premiers mois sont évidemment plus difficiles, mais rassurez-vous, avec le temps, vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver en termes de rapidité. Donc, pour la prochaine diapositive, je vais parler maintenant plus par rapport à la qualité de la validation des ordonnances parce que oui, on veut voir le chiffre diminuer des ordonnances numérisées à valider, mais en même temps, on veut s'assurer de faire un bon travail, donc un travail de qualité. Donc, toujours vous assurer comme truc d'utiliser les références que dans vos milieux, que ce soit des références papier ou vous avez accès sur Internet. Utilisez les outils qui sont faits par votre milieu. Souvent, les autres pharmaciens médecins vont connaître ces outils-là, par exemple, comment ajuster une vancomycine IV. Donc, si vous avez quelque chose de local, utilisez-le. Vous allez gagner du temps. Vous allez être certain, en fait, que ça soit de qualité. Ne pas oublier d'écrire vos notes pour justifier vos décisions. Donc, si on veut aller vite, il ne faut pas oublier que si vous hésitez pour valider, peut-être juste de justifier un petit mot, une petite phrase pour vous assurer de bien faire votre travail. De ne pas vous gêner de laisser non plus des suivis cliniques à vos collègues. Donc, ce n'est pas le temps en distribution de réviser un dossier que vous auriez accès, par exemple, dans Oasis ou CleanBase ou quelque chose comme ça, pour vous assurer que l'ordonnance est correcte. C'est votre collègue en clinique qui va faire ce travail supplémentaire-là. Si vous avez des doutes, vous pouvez laisser le suivi. Donc, ça va vous aider là, à vous concentrer vraiment sur la validation qui est adéquate par rapport à la distribution. Finalement, dernier truc, même truc que rapidité, ben, c'est encore une fois, plus vous allez en faire, plus que ça va être de qualité. Vous allez vous souvenir d'anciens cas qui étaient peut-être complexes, qu'est-ce que vous aviez fait. Donc, ça va vous revenir, vos ordonnances. La validation va être de plus en plus de qualité. Et encore une fois, c'est le temps qui fait qu'on gagne de l'expérience et que c'est plus facile. Donc, en gros, ce que je vous disais au début de ma partie ici, c'est bien de se faire dire ça va être inconfortable au début, mais avec le temps, avec des bons trucs, des conseils, on passe bien à travers la première année, puis on devient meilleur et on apprend de mois en mois. Ouais, puis c'est vrai qu'on développe nos systèmes, right? Nos systèmes de travail, nos routines, fait que c'est bon d'y penser pour bien la pratiquer. Puis c'est vrai qu'avec la pratique et l'expérience, c'est là qu'on acquiert. Fait qu'il faut être gentil avec soi-même. Samuel, je te laisse la prochaine diapo. Oui, c'est ça, juste pour sauter un petit peu sur ce qu'on disait. Là, je pense que le meilleur exemple que moi, je trouvais de ça, c'est pour les médicaments écrasés. La première fois que j'avais une ordonnance de médicaments écrasés,
ça m'a pris tellement longtemps à essayer de trouver une bonne référence. Puis là, OK, regarder vraiment les médicaments un par un, quels peuvent être écrasés ou non, s'ils peuvent pas être écrasés, quelle alternative. Puis maintenant, à force de l'avoir fait, je regarde un dossier, puis je suis comme, OK. Ah, celui-là, il peut pas être écrasé, mais je sais que je peux le substituer pour lui. Tu sais, j'ai déjà toutes les références. C'est que c'est vraiment avec le temps qu'on développe bien ces trucs-là. Donc maintenant, sur un ordre d'idée complètement différent, j'aurais aimé ça comprendre comment la rémunération puis la paye fonctionnent avant de commencer à travailler. Au niveau des échelons, là, après la maîtrise, on commence à l'échelon 3 qui augmente de 1 échelon par année jusqu'à l'échelon 9. On commence après 1 an de service avec 4 semaines de vacances, puis ça va augmenter donc après 17 ans de service de 1 journée aux 2 ans jusqu'à 5 semaines en fait de vacances totales après 25 ans de service. Mais il y a aussi possibilité de prendre jusqu'à 4 semaines de congé sans solde par année. Donc, ça, entre autres, là, durant cette première année-là, sans congé payé, là, ça peut être très utile pour se donner une petite pause. Ensuite de ça, on a aussi 13 journées fériées par année qui sont aussi, donc on sait la pharmacie, il faut qu'elle soit ouverte tous les jours. Là, donc, il faut que ces fériés-là soient travaillés par des gens. Donc, un petit truc aussi, que si la fête du travail, ça ne nous intéresse pas vraiment, il y a toujours possibilité de se porter volontaire pour le travailler, puis ensuite de ça, de banquer ce férié-là, puis se faire une fin de semaine de 3 jours à un moment qui est important pour nous. On a aussi donc les assurances collectives là, pour lesquelles on peut ajouter conjoint et enfant, ou à l'inverse, si on est admissible avec notre conjoint, on peut se retirer. Je pense qu'il y a juste l'assurance vie et l'assurance salaire qu'on est obligé de s'appliquer, peu importe. Il y a aussi donc 9,6 jours de congé maladie par année qui peuvent être donc planifiés à l'avance là, pour puis être utilisés sans nécessairement avoir besoin de justification. Puis un gros bénéfice, évidemment, de travailler à l'hôpital, c'est le régime de retraite, là, le REGOP, qui fait en sorte que, donc, si on maximise, là, donc après 35 ans de service, on peut avoir jusqu'à 70 de notre salaire payé, donc ce qui change vraiment la donne là, au niveau de l'argent qu'on doit mettre de côté versus le privé. Donc, ensuite de ça, au niveau des déductions qu'on a là, rapidement, là, donc on peut voir sur une paye, donc il y a justement le régime de retraite, il y a le syndicat de la pèse, puis il y a l'assurance collective. Puis il y a aussi là, une petite dépense qu'on n'est pas nécessairement au courant, là, donc qui est la cotisation pour le CNDP-SF, qui contient maintenant les sages-femmes. Donc, je ne savais pas nécessairement que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on paye, mais oui, donc, dépendamment des milieux, là, c'est soit une fois aux années ou une fois aux 2 ans où il faut appliquer donc tous les membres pour en faire partie dans l'établissement. Puis si on regarde maintenant, donc une paye plus spécifiquement, là, donc j'ai pris vraiment, donc c'était probablement ma semaine la plus compliquée de la dernière année, là, donc pour essayer de comprendre toutes les lignes, parce que c'est mélangeant à regarder ça. Donc rapidement, là, on a mes heures régulières, donc il y avait un férié cette semaine-là, donc on a 8 heures de férié. Ensuite, il y a la prime de soir, la prime de nuit, puis la prime de fin de semaine qui viennent s'appliquer pour les heures faites à ces moments-là, qui est de 4 Il y a la prime de disponibilité qui est la prime de garde. Donc, c'est sur tous les heures qu'on était de garde. Donc, c'est payé à l'équivalent de 1 heure de travail par 8 heures de garde. Puis, par-dessus ça, s'ajoute 15 minutes par appel, puis 3 heures par déplacement. Donc, ce qui est quand même assez bénéfique là, parce que c'est très rare qu'un appel dure plus que 15 minutes ou qu'un déplacement dure plus que 3 heures. Il y a aussi la prime d'encadrement des résidents qui s'applique si un résident dans le département. Donc, ça n'a pas besoin d'être vraiment en supervision directe. Donc, pour les centres universitaires, par exemple, c'est présent en longueur d'année à 4 Il y a la prime incitative qui donc s'applique si on fait 80 heures travaillées sur une période de paie, donc de 2 semaines, qui est 6 ou si on fait 64 heures ou plus, donc il y a une prime partielle de 2,5 qui vient s'appliquer. Puis la prime d'attraction là, qui est applicable sur toutes les heures travaillées, contrairement aux deux autres là, qui sont sur les heures réellement travaillées. Là. Donc on peut voir que ça ne s'applique pas aux congés fériés, journées maladie, etc. Donc, c'est ça, la prime d'attraction, elle va diminuer un petit peu avec les échelons. Donc, elle va 6 à l'échelon 3, puis elle va diminuer jusqu'à 4 à l'échelon 9. Donc, c'est quand même, tout ça ensemble, ça peut être équivalent de 15 à 20 de primes additionnelles au salaire. Donc, c'est quand même facile, accessiblement
facilement accessible sur donc Internet, là, l'APES MSSS, le contrat. Donc, on peut voir, c'est ça, l'échelon salarial, mais savoir que ça prime ce 15 à 20 % de prime en plus le REGOP, là, qui fait en sorte que donc c'est ça, c'est plus attrayant qu'on peut le penser à première vue. Mon deuxième point, qui était sur la distribution, donc la distribution est plus cool qu'on le pense. Donc, je pense que moi et beaucoup d'autres pharmaciens, en sortant de la maîtrise, on est tellement focusé clinique, 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 puis la distribution, c'est comme juste quelque chose qu'on est un petit peu forcé à faire. Mais après avoir travaillé 1 an et demi, je peux dire que j'aime ça, travailler à la distrib. Donc, la charge de travail est claire. T'sais, on reçoit les prescriptions, il faut faire les prescriptions. Contrairement à l'étage où des fois, il faut comme un petit peu courir à gauche et à droite pour aller trouver nos interventions puis tout. Donc, des heures de travail fixes, là, tu sais à quelle heure tu rentres, tu sais à quelle heure tu pars. Ce qui, donc, à la clinique, dans certains plus gros centres, souvent, il y a beaucoup d'overtime qui se fait, qui est pas présent à la distribution. Ici, à St. Mary's, je ne peux pas relate à ça parce que même à l'étage, habituellement, c'est très rare qu'on fasse de l'overtime. Mais tout de même, beaucoup d'interventions variées à réaliser. Donc, c'est ça. Honnêtement, c'est fou comment à l'étage, on peut creuser longtemps pour finalement trouver juste une petite intervention à faire après avoir fait un BCM complet. Puis des fois, à la distribution, tu vois une prescription passer, puis tu es comme, eh boy, ça c'est complètement faux. Il y a une erreur franche ici, puis on n'avait pas regardé la CRAT. Fait que souvent, je trouve qu'on a beaucoup d'interventions à faire à la distribution, ce qui est le fun pour notre ego, je dirais un petit peu de voir qu'on a un réel impact. Puis c'est le fun aussi, toujours un deuxième pharmacien près de nous pour lequel on peut demander une deuxième opinion, discuter d'un sujet. Fait que c'est le fun qu'on n'a pas à la clinique souvent c'est ça, de pouvoir en discuter avec un collègue. Puis ça change le mal de place, là. Donc, j'aime vraiment la clinique, mais après plusieurs semaines de suite en clinique, des fois, ça devient un petit peu lourd. Fait que des fois, c'est ça, de changer de mal de place, district clinique, je trouve que ça garde les choses fraîches. Intéressant, intéressant. Pour ma part, j'aimerais faire une capsule sur la garde parce qu'honnêtement, j'ai eu, si la maîtrise est encore comme ça pour cette année, j'avais eu 2 nuits de garde durant mon an de maîtrise, puis c'était à peu près ça. Fait que pour dire, j'ai pas eu beaucoup de formation dessus. Alors, pour ceux qui finissent, ceci est mon essai de faire quelque chose qui est un petit peu sommaire. Mais tout ce que je dis, par contre, aujourd'hui est secondaire à ce que votre établissement va vous dire. Parce que mais je pense que la plupart des établissements, du moins la nôtre, l'est. On a une espèce de drive commun. Nous, il est sur Teams, d'autres est probablement sur OneDrive, avec plein de documents, plein de ressources spécifiques au milieu, des questions ou comment trouver un certain médicament, puis d'autres ressources. Alors, ce gros document-là ou ce drive-là est probablement votre ressource numéro 1, le plus utile pour vous. Ah, désolé, j'ai un téléphone qui sonne. Sinon, dans certains établissements, ils ont aussi un journal de garde. C'est un journal de bord que les pharmaciens écrivent leur raison d'appel. Bon, je m'excuse. Donc, c'est ça. Je disais que le journal, c'est un journal que les pharmaciens écrivent les raisons d'appel qui sont reçues durant leur garde. En regardant ce journal-là, vous êtes capable de voir c'est quoi les raisons pour lesquelles les pharmaciens par le passé ont été appelés. Là, vous aurez une idée de c'est quoi les genres de questions que vous pourriez recevoir. Également, quelque chose que je suggère fortement et que je l'ai fait quand moi j'ai commencé, c'est de demander à votre gestionnaire de vous doubler pour les premières gardes. Certains pharmaciens assez gentils vont d'emblée le proposer pour vous, mais des fois, peut-être ils ne vous connaissent pas, alors ils sont un petit peu gênés de vous approcher. Alors, c'est à vous de faire la première initiative. Quelques questions en général que moi j'ai reçues durant ma garde et que je pense est peut-être pertinent pour que vous le sachiez aussi. Je vous dirais un bon 50% des appels que je reçois, ça concerne la localisation d'un certain médicament. Donc, nous, on utilise un Pyxis ou Acudose des fois que c'est connu. Usuellement, les endroits les mieux occupés dans l'hôpital, c'est les soins intensifs et les urgences. C'est à peu près là que tous les médicaments se retrouvent. Fait que si un infirmière cherche, peut-être au 5e étage, ils n'ont plus d'amlodipine, ben vous les dirigerez là. Ils vont être capables probablement de les trouver.
J'ai mis un hyperlien ici, que ça ne va pas fonctionner chez vous, mais c'est avec l'intranet de l'hôpital. Tous les Pyxis ont une plateforme en ligne que vous êtes capable d'aller chercher par vous-même pour voir où est-ce que se retrouve un certain médicament. Alors, vous pouvez également diriger les infirmières de cette façon. Certains médicaments, par contre, du moins chez nous à la salle, sont hors Pyxis. C'est important de savoir lesquels, parce que justement, par le lien en ligne, vous n'allez pas les retrouver. C'est important aussi également de parler à vos techniciens, parce que c'est eux qui vont savoir où est-ce qu'ils les mettent. Chez nous, la plupart des antidotes sont hors Pyxis, dans la salle à choc de l'urgence. Alors, information pertinente à savoir. Nous avons également certains kits préfaits, mettons, de post-exposition au VIH, ou un kit de soins palliatifs pour les gens de l'externe, donc les gens qui ne sont pas hospitalisés, que nous gardions dans un espèce de cabinet barré à l'urgence. Alors, ça aussi, intéressant de savoir. Sinon, un petit mot sur le programme d'accès spécial. Je n'ai pas une grande expérience personnelle avec parce que nous, on n'en fait pas vraiment. Mais je vous recommande fortement la formation de l'APES, l'ABC du programme d'accès spécial, qui dure à peu près 1 heure, qui est encore disponible. Ça fait une bonne revue de pas mal, la base à savoir, surtout si vous faites appeler pour un médicament de programme d'accès spécial durant votre garde. Le seul point que j'apporterai une attention particulière, c'est les médicaments que dans leur jargon, ils appellent un formulaire B. C'est les médicaments que vous avez le droit de garder dans votre pharmacie, que vous avez le droit d'utiliser, mais seulement pour certaines indications spécifiques. Si cette indication-là n'est pas respectée, vous ne pouvez pas l'utiliser, puis vous devez faire une demande à Santé Canada avant de l'utiliser, même si vous en gardez en stock. La doxycycline IV, je pense que c'est l'exemple la plus typique de ça. Ça a été, de mémoire, préapprouvé pour la fièvre Q, mais si vous voulez l'utiliser pour autre chose que la fièvre Q, vous n'avez pas le droit de le servir. Donc, intéressant de savoir. Artesunate, ne cherchez pas dans plein d'hôpitaux parce que c'est le CUSUM qui est notre entrepôt provincial. Alors, si jamais vous avez des demandes d'artésunate, il faut appeler le CUSUM pour en avoir. Glucarpidase, c'est assez complexe, mais c'est simple en même temps parce que tout le protocole pour son obtention est disponible sur GEOC, vu que c'est un médicament, un antidote contre le méthotrexate à des doses de chimio. Il faut le faire venant de l'Ontario, d'où la complexité, mais tout est assez bien décrit sur le document de GEOC, comment le faire. Alors, gardez-le dans vos affaires. Ça vous viendra utile. Sinon, quelques médicaments spécifiques. Les vaccins antitétaniques, nous, en ce moment, ils ont fait un changement aux fournisseurs, mais je pense de tous les hôpitaux, parce que le CAG maintenant ne tient plus le vaccin antitétanique seul, il tient seulement le Boostrix. Alors ça inclut d'autres virus, mais nous, on s'intéresse juste à la partie tétanique. Donc, si on vous demande un vaccin antitétanique, il faut donner le Boostrix maintenant, souvent disponible dans les frigos des urgences. L'alprostadil, c'est un médicament qui est utilisé chez les nouveau-nés qui ont une certaine complication. Alors, vous allez souvent en trouver sur les unités néonatales, mais des fois qui est demandé sur d'autres unités en utilisation off-label, mettons pour un syndrome de Raynaud ou d'autres choses similaires. Et puis finalement, il y a des produits sanguins que la pharmacie ne s'occupe pas, mais que des fois vous êtes appelé de garde pour ça. Dans ces cas-là, il faut les référer vers la banque de sang parce que c'est eux qui les tiennent. Le Beriplex, c'est un bon exemple. C'est un antidote. Il y a une monographie qui est disponible, mais ce n'est pas la pharmacie qui tient. L'autre 50% des appels, je vous dirais, c'est un mix entre les questions infirmières et médecins. Ceux que les infirmières me posent souvent, c'est souvent relié, mettons, à la préparation d'un médicament ou à l'administration d'un médicament. Je vous donne 2 références ici, le guide Palliescience en soins palliatifs, mais également le guide de soins palliatifs de l'APES. Vous allez recevoir toutes les voies d'administration moins fréquentes qu'on voit. Mettons le Gravol subcutané, on le voit un petit peu moins souvent. La ceftriaxone subcutanée également, on le voit moins fréquemment. Donc, on peut être un petit peu choqué la première fois qu'on voit ce genre d'ordonnance, mais c'est en fait dilué de la même façon que l'intramusculaire. Alors, c'est plus simple qu'on le pense. Aldol IV également, c'est hors monographie, mais on peut le donner. Mais sur les viales aussi, c'est écrit administration IM ou sous-cut seulement, mais on peut les donner intraveineux. Du moins, on le fait ici à la salle, mais uniquement dans les unités de soins aigus à cause d'un risque de torsade de pointe et on suggère de le mettre sous télémétrie durant cette période. D'autres questions qu'on voit, comme je disais tantôt, pour comment reconstituer un médicament, mettons, comment est-ce que j'administre du furosemide intraveineux. Le manuel d'Ottawa est un bon guide pour ça.
Comme Samuel disait tantôt, qu'est-ce que je peux écraser, qu'est-ce que je peux couper? L'apothicaire est une bonne ressource. Et pour les compatibilités IV, ça dépend aux ressources que votre institution a. Nous, on a accès aux 3, au King, au Lexicomp et au Micromedex. Le truc que je peux vous donner, c'est de vous créer une espèce de tableau personnalisé des solutés et des médicaments fréquents dans votre hôpital. Ça, c'est mon exemple personnel. La raison pourquoi je dis que c'est personnel puis pas pour les autres, c'est parce que ça, c'est les concentrations maximales que nous, on utilise chez nous. Fait que je sais que là, on ne peut pas diluer, on n'a pas de tazo plus concentré que 4,5 grammes dans 50 cc. Alors, je sais d'emblée que c'est compatible sur les solutés que, mettons, les plus courantes que je vois ici. Je vous conseille de faire la même chose chez vous avec vos concentrations maximales parce que c'est des fois un petit peu compliqué de faire le calcul de concentration lorsque vous checkez les compatibilités sur, mettons, Micromedex. Là, c'est compatible, mais seulement une concentration spécifique. Puis là, vous ne savez pas si ça, c'est ce que vous aviez. Alors, ça est ma façon d'obtenir une réponse plus rapidement. Merci, Peter. Beaucoup de bons trucs pour la garde. C'est vrai que c'est vraiment stressant, là, les premières gardes quand on devient pharmacien en établissement de santé. On va changer de sujet. Donc, la prochaine question, c'est comment est-ce que votre rôle a évolué selon votre milieu? Donc, depuis que vous avez commencé, comment est-ce que vous trouvez que votre rôle a évolué? Oui, donc moi, comme je l'ai dit, là, j'ai commencé à travailler depuis 1 an et demi. Donc, juste très rapidement, donc qu'est-ce que j'ai fait durant cet an et demi-là? Donc, j'ai fait distribution SCAS, médecine interne, chirurgie, urgence, puis aussi l'informatique médicale, là, donc tout ce qui est ajout et problèmes avec GESFAR et Numerix. Puis si on va à l'autre page, là, donc autre implication. Donc, j'ai encadré durant ce temps-là 3 résidents, un étudiant en 4e, puis 2 deuxième. J'ai participé à la révision de procédures pour sédation palliative, donc les syringe drivers, rédaction d'une preuve justificative pour l'ajout d'un médicament en formulaire qui était le Clavulant IV. J'ai révisé des protocoles ordonnances préimprimées, puis donc la participation à cette présentation-là. Donc, c'est pour donner une petite idée que j'avais l'impression un petit peu que en commençant, on va juste faire 1 ou 2 trucs, puis ça va prendre longtemps avant qu'on puisse s'impliquer. Mais c'est pour dire que vous pouvez avoir autant d'implications que vous voulez. Donc, c'est possible de prendre une place importante, là, de s'impliquer dans plusieurs secteurs cliniques, plusieurs projets, comme ça vous intéresse. Donc, vous voyez que moi, j'avais un intérêt pour plusieurs trucs. Donc, on m'a laissé un petit peu m'épanouir là-dedans. Mais aussi à l'inverse, là, donc si ça ne vous intéresse pas du tout, c'est toujours possible de se concentrer sur un ou 2 secteurs cliniques, puis that's it. Donc, c'est vraiment, c'est ça, pour dire que vous pouvez faire plus que vous pensez initialement. Donc, surtout dans les petits centres là, où je trouve que justement, c'est des petites équipes toujours ouvertes aux nouvelles idées puis aux nouvelles ajouts, nouveaux projets, quoi que ce soit. Là. Donc, c'est un petit peu ce à quoi ma première année et demie ressemble. On apprécie ta contribution, Samuel. De mon côté, bon, Peter et Samuel, eux, ils ont réellement terminé leur première année de pratique il n'y a pas si longtemps. Moi, ça fait un peu plus longtemps, ça fait déjà une dizaine d'années. Mais c'est vrai que la première année, on en a un peu plein les bras avec juste apprendre la distribution, si on va au SCAS, 1, 2, des fois parfois même 3 secteurs cliniques. Mais il y a plein de sortes d'implications possibles, puis de comités aussi qui sont récurrents là, avec des réunions et tout, qu'on n'est pas au courant, qu'on nous a peu parlé durant la maîtrise que ça existait. Puis il y a plein de façons de pouvoir s'impliquer de plein de manières différentes. Vers la fin de ma première année, c'est ça, j'ai commencé à m'impliquer. Puis, tu sais, je vous conseillerais de commencer 1 ou 2, puis pour essayer de bien jumeler ça avec votre temps en clinique, en distribution. Puis, au fil des années, vous allez peut-être être de plus en plus à l'aise, puis avoir du temps là, pour pouvoir peut-être vous impliquer un peu plus dans différents types de projets ou comités. Je vous donne des exemples de ce que vous pourriez faire. Par exemple, l'implication au comité de pharmacologie, donc réviser les médicaments au formulaire, les ajouts au formulaire, par exemple. Optimisation du circuit du médicament, donc on disait que la distribution peut être cool, mais si on veut la rendre plus cool, des fois, il y a peut-être des applications qui peuvent être faites pour essayer d'optimiser le circuit du médicament pour que ça soit peut-être plus optimal puis meilleur pour le patient en bout de ligne. Aussi, de s'impliquer dans la standardisation, que ce soit des préparations magistrales stériles ou non stériles.
Une autre application qui se rapproche un peu plus à la clinique, mais c'est l'implication aux réunions de morbidité, mortalité lorsqu'il y a eu des incidents qui ont touché des patients avec quand ça a impliqué la médication. Donc, le pharmacien peut avoir son rôle dans ce genre de réunion-là, puis peut-être même amener des idées au département de pharmacie, de peut-être changer, modifier des choses pour éviter d'autres problèmes semblables dans le futur. Développer des ordonnances informatisées, préimprimées pour avoir une certaine standardisation. Ouvrir un secteur clinique, ça peut devenir au fil du temps un très beau challenge. Je ne l'ai pas noté ici, mais il y a aussi, normalement, il y a de l'évaluation de l'acte pharmaceutique qui doit être fait aussi dans chaque milieu. Donc, ça peut être une façon de faire des petites recherches plus simples pour commencer, puis émettre des recommandations après. Donc, ça peut être intéressant. Aussi, on a des stagiaires de la faculté. Il y a des stages qui sont optionnels. Donc, avoir des stages top, autant des étudiants de quatrième année que des étudiants qui ont un projet à faire dans leur cours d'intégration à la fin du Pharm B. Donc, proposer des projets qui peuvent aider là, dans votre milieu. Puis si on parle d'un autre sujet totalement différent, mais si un jour vous vous dites j'aimerais pouvoir m'impliquer dans la recherche, il y a des formations qui peuvent être faites comme JCP, des Jeunes Fibres de Santé Canada, qui vous donneraient accès à pouvoir aider l'équipe qui fait la recherche dans votre milieu. Merci, Jordan. Je vais passer à notre dernière question. Donc, est-ce que vous avez un conseil à donner à un résident qui commence, qui devient pharmacien finalement? Peter. Pour ma part, c'est vraiment la conciliation vie-travail qui est importante pour moi et que je vous suggère de considérer également. Vous avez vraiment passé à travers l'école, l'horaire était pas mal fixe, des fois les heures sont un peu longues, vous n'avez pas eu vraiment de contrôle dessus, mais maintenant au travail, oui. Alors vous pouvez choisir, mettons c'est quoi l'horaire qui propose votre milieu? C'est quoi le nombre de soirs? C'est quoi le nombre de week-ends? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes correct avec? De même pour les gardes. Les gardes sont bien sûr obligatoires pour tous, mais la fréquence change selon l'endroit où vous êtes. Évidemment, si vous allez dans un très grand centre, il y a de fortes chances que vous soyez appelé plus souvent que si vous allez dans un centre plus petit, mettons. Le trajet, comme je mentionnais, moi, pour aller au CHUM où j'avais fait ma résidence, ça me prenait 1h15 pour un aller, puis un autre 1h15 pour le retour. Il n'y a pas de stationnement, fait que j'étais obligé d'y aller par métro. Je ne veux pas continuer à perdre 2h30 de ma vie à chaque jour. Alors, j'ai fait la décision de travailler dans un endroit qui était plus proche de chez moi et en plus, il y avait un stationnement. Quelque chose, donc, que je vous considère d'y réfléchir. Le dernier point ici, c'était vraiment quelque chose à laquelle j'ai pensé, c'était la complexité des cas. Évidemment, si vous allez, les horaires vont usuellement être plus favorables si vous allez dans les plus petits hôpitaux. Bien que ce n'est pas toujours le cas, mais la règle générale, c'est ça. Mais usuellement, la complexité des cas vont diminuer avec. Puis là, la question que vous devez vous poser, c'est quoi que ça vous prend pour être stimulé? Si vous voulez vraiment faire, mettons, des soins auprès des gens qui viennent de se faire greffer des poumons, mais là, il y a juste un centre, c'est le CHUM. Alors là, vous n'avez pas vraiment grand choix, mais si vous êtes correct à essayer d'autres choses, peut-être pour moi, c'était suffisant l'urgence dans un centre communautaire et même les soins intensifs. Honnêtement, ça, c'était OK avec moi, puis j'ai accepté le poste pour cette raison-là. Je donne un exemple ici pour la pratique en CHSLD parce que je pense que c'est quand même une bonne option, une option qu'on l'oublie souvent, mais il n'y a pas de maîtrise requise, fait que déjà l'accessibilité est un petit peu mieux. Les cas sont usuellement moins urgents dans le sens que vous n'êtes pas obligé de voir le patient la journée même parce que s'ils sont dans un CHSLD, ils sont souvent plus stables, mais ça ne réduit pas nécessairement la complexité parce qu'ils sont souvent des cas lourds qui se retrouvent là. Alors, vous avez quand même votre stimulation intellectuelle de ce côté. Puis au côté de l'horaire, il n'y a pas de soir dans un CHSLD, c'est pas mal juste du travail du jour, c'est pas mal juste du travail lundi, vendredi également, il n'y a pas vraiment de week-end. La distribution, par contre, oui, évidemment, c'est des choses que vous devez tous participer et que vous allez en faire, mais du moins en clinique, vous avez des heures quand même assez favorables. Merci, Peter. Oui, de mon côté, je vais vous encourager fortement à essayer de trouver un mentor. Ça a été abordé un peu
justement par Peter un peu plus tôt, là, qui avait pu avoir un mentor à la salle, puis ça l'avait bien aidé. C'est quelque chose que je recommande fortement à les stagiaires que j'ai en stage avec moi qui sont sur le point de terminer leurs études. Donc, pour moi, ça reste quand même un des meilleurs trucs pour passer au travers de la première année de pratique. Pour un bon mentorat, je vous dirais que ce serait quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Donc, peut-être déjà un sentiment, un certain lien avec l'autre personne. Aussi, quelqu'un que vous sentez qu'il n'y aura pas de risque de vous juger. Donc, c'est une personne là, qui va avoir une bienveillance là, dans le mentorat qu'il peut vous offrir. Puis aussi, idéalement, quelqu'un d'accessible quand tu en as besoin. Donc, c'est sûr que ça peut être quelqu'un qu'on connaît dans un autre centre, qu'on peut texter et tout, mais quand c'est dans ton propre centre, parfois, c'est un peu plus facile, c'est plus accessible, on peut parler de personne en personne, donc c'est bien. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, c'est sûr que le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal a principalement des hôpitaux communautaires généraux, mis à part l'Institut en santé mentale de Douglas, où est-ce que je travaille. Donc, c'est sûr que ça peut être plus intimidant de vouloir débuter sa carrière dans un centre aussi spécialisé, puis de se dire, ben, je vais délaisser un peu finalement de mes notions générales sur le reste de la pharmacie, puis me concentrer seulement sur la santé mentale. Donc, c'est sûr que ça peut être d'un autre côté un challenge vraiment stimulant de pouvoir se spécialiser, si on veut, dans un domaine plus spécifique. Mais pour ça, donc, je suis quand même conscient que si on veut commencer sa carrière en santé mentale et on n'a pas encore d'expérience, un mentorat est quand même vraiment important dans un centre spécialisé. Donc, c'est quelque chose qui peut être offert ici, au Douglas. Par exemple, ça serait de doubler durant les premières semaines en distribution parce que là, soudainement, on va avoir des ordonnances un peu plus complexes au niveau de la psychiatrie là, qui sortent même souvent des fois de ce qui est prescrit normalement ou des monographies des médicaments. Sinon, le support en distribution va aussi permettre là, d'aider à répondre à des questions là, pour les cas plus complexes ou peu habituels, comme je disais. Pour le support en clinique, ben, de pouvoir amener une aide au début, d'aller voir les patients ensemble, continuer à acquérir des bonnes techniques de communication, c'est super important en santé mentale. C'est souvent des cas un peu plus complexes, un peu plus difficiles, si on veut, là, pour la communication. Puis aussi, par la suite, de pouvoir réviser les cas patients avec un nouveau pharmacien, puis aussi de discuter des choix de traitement, parce que souvent, on a beaucoup de choix en santé mentale. Pour la prochaine slide, je vais juste mentionner, bon, Nada a mentionné en début de présentation que c'était quelque chose qui tenait à cœur, la supervision de stagiaires, l'enseignement. Puis c'est ça, j'ai pu développer des capsules d'enseignement pour les stagiaires, mais qui s'appliquent aussi à des nouveaux pharmaciens qui voudraient se lancer en santé mentale, qui va aborder des thèmes importants de la santé mentale pour aller chercher toutes les bonnes bases, puis un peu plus même là, pour la psychiatrie. Donc, une première capsule sur les troubles psychotiques et antipsychotiques, ensuite maladie bipolaire stabilisateur de l'humeur, troubles dépressifs et anxieux avec antidépresseurs, insomnie et somnifères. Puis une qu'on voit peu à l'école puis que je trouve très intéressante, mais c'est les troubles liés à l'utilisation de substances et de drogues. Donc, c'est un soutien en début de carrière supplémentaire que pourrait offrir le Douglas à quelqu'un qui veut se lancer d'emblée dans une spécialisation en santé mentale. Et finalement, Samuel, c'est quoi tes conseils? Donc, je vais passer rapidement. Mais moi, donc, durant ma résidence, là, je voyais souvent mes maîtres de stage qui sortaient leur téléphone pour garder leur référence. Puis je comprenais pas, j'étais comme, on a l'ordinateur là. Mais après 1 an et demi de pratique, je peux dire que je le comprends. Donc, c'est ça, on est souvent, soit, on est en train de faire les rounds ou on est dans le corridor puis on se fait interpeller par une infirmière ou un médecin ou on est chez nous parce qu'on est de garde, quoi que ce soit. Fait que je trouve qu'avoir des bonnes applications
accessible à un toucher de doigt sur notre téléphone. C'est vraiment très pratique. Fait que j'ai juste mis rapidement là, une liste des applications là, que je trouvais pratiques. Là. Donc, UpToDate, Micromedex. Donc, Micromedex, on a accès avec l'accès CA de UDM. Sinon, le guide d'Ottawa qu'on peut downloader en PDF sur le téléphone là, pour tout ce qui est dilution, administration, stabilité. Puis, même chose, un PDF, le Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes. Et sur l'autre page, donc, il y a le Sanford pour tout ce qui est antibiotique. Donc, Easy Resist, qui est donc pour une ressource rapide là, pour les codes ICU urgence. J'ai une application que j'utilise beaucoup, le Code Québec, qui est pour tous les codes RAMQ, là, de pouvoir les dire aux médecins rapidement sans avoir à aller ouvrir vigilance sur l'ordi. C'est très pratique. About Herbs pour tout ce qui est les produits de santé naturels. J'ai aussi là, le PDF de aide-mémoire, médicaments et dispositifs d'inhalation parce que peu importe combien de fois j'essaie, j'oublie toujours qu'est-ce qui est un ACLA, un BALA, quoi que ce soit. Fait que j'aime ça l'avoir à portée de main. Puis honnêtement, WhatsApp, parce qu'il n'y a rien qui aide plus qu'un ami, là, de poser une question à un collègue rapidement, là, je trouve que c'est une des meilleures ressources qu'on peut avoir à portée de main. Tu utilises l'expérience aussi collective, en fait. Oui, exact. Bon. Bon, ben, on arrive à la fin de notre webinaire. Maintenant, on peut ouvrir le chat. En fait, je peux désactiver les macros de tout le monde. Si jamais vous voulez poser des questions dans le chat, vous pouvez les poser donc dans le chat ou bien je vais ouvrir les micros pour ceux qui veulent les poser live si jamais il y a des questions. Donc, on est tous là pour répondre aux questions. Puis, il y a aussi des membres pharmaciens, je pense, parmi l'auditoire qui travaillent au CIUS qui pourraient peut-être aussi partager leur expérience au besoin. Donc, j'ouvre quelques minutes si jamais il y a des questions. Là, je ne sais plus comment ouvrir. Autoriser les micros pour tous les participants. Voilà. Donc, j'ouvre les micros si jamais vous avez des questions, commentaires dans le chat. Puis, j'en profite pour, comme vous voyez à l'écran, il y a notre sondage de satisfaction. Donc, si jamais vous pouvez juste prendre quelques secondes pour nous faire part de votre appréciation de cette première activité-là. Le lien est également dans le chat si vous voulez remplir le sondage pour nous aider à améliorer notre prochain webinaire. Et donc, c'est ça. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute aujourd'hui. Mais je tiens aussi à remercier les ressources humaines et le département des communications du CIUS de l'Ouest qui nous ont vraiment soutenus et accompagnés pour organiser notre premier webinaire. Et sans eux, on n'aurait pas bien réussi. Donc, sans embûche, notre premier webinaire. Merci. Je vais rester là si jamais il y a des questions, des commentaires. Quelques secondes. Vous pouvez lever la main. Je pense que vous pouvez tous ouvrir vos micros. Oui, Elisabeth. Donc, Elisabeth est pharmacienne qui travaille à l'hôpital du Lakeshore. Oui, bonjour. Bonjour, Nella. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas si ça valait la peine de se présenter chacun, ceux qui sont sur l'appel puis qui travaillent dans les centres du CIUS. Je ne sais pas si ça vaudrait la peine de... Mais vas-y, Elisabeth. Moi, je me présente. Elisabeth Hébert. Moi, je viens juste, dans le fond, de transférer au CIUS de l'Ouest. C'est ça, je travaille au Lakeshore. Je fais principalement de l'oncologie. Mais avant ça, j'ai travaillé à l'hôpital général juif en oncologie aussi, qui est un centre assez spécialisé avec beaucoup de recherche. Mais j'ai quand même aimé, dans le fond, je ne me souviens plus, Peter, je pense qu'il avait parlé de la différence entre des centres universitaires spécialisés versus des centres communautaires. La pratique est quand même très intéressante dans des centres communautaires. Puis moi, j'ai été assez surprise, en fait, de la complexité des cas en oncologie, même dans des centres communautaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus penser que les centres comme justement La Salle ou Lakeshore, ça va être des endroits qui vont être moins stimulants parce qu'on peut quand même avoir des cas complexes. Puis, en fait, notre expertise va être encore plus utilisée parce que les médecins vont être un peu plus généralistes, comme nous, nos oncologues au Lakeshore traitent plusieurs sites tumoraux, donc ils ont vraiment besoin de nous pour les aider. Donc, voilà. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter. Merci, Elisabeth. Merci. On est très content de toute ton implication en oncologie à l'hôpital du Lakeshore. Je vois que Sydney a levé la main. Vas-y, Sydney. Sydney aussi travaille à l'hôpital St. Mary's. Vas-y. Est-ce que tu es capable d'activer ton micro, Sydney?
Je vais te désactiver le micro. Tu peux essayer de parler? Ah, tu n'as pas de micro. Ah non, elle n'a pas de micro. Peut-être que tu peux essayer d'écrire dans le chat. Mais en attendant, je pense que Peter avait levé la main. Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'Elisabeth avait dit. C'est vrai, la complexité, des fois, est quand même assez étonnante. Et surtout au fait que dans les centres communautaires, souvent, il y a moins de spécialistes. Du moins, mettons, à la salle, on n'a pas vraiment de micro... Mais en fait, on n'a pas de microbio, point. Alors, des fois, les médecins nous sollicitent beaucoup plus sur des cas infectieux un petit peu plus poussés. Mettons, il y a peut-être un mois ou deux, j'ai parlé avec l'intensiviste sur un syndrome de reconstitution. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit à tous les jours, mais qui peuvent quand même se passer dans les centres communautaires. Alors, juste parce que c'est plus petit ne veut pas nécessairement dire que c'est moins compliqué. Ils sont toujours là. C'est vrai. C'est vrai que les cas sont complexes partout parce c'est des patients qu'on a partout. C'est juste qu'ils ont accès à différents hôpitaux. Donc, Sydney, on attend ton commentaire. Quelqu'un a demandé la présentation. Donc, vous allez recevoir en fait un courriel avec, je pense, l'enregistrement de la présentation après la fin de ce webinaire. Donc, vous pourrez tous y accéder. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à m'écrire un courriel. Puis, je pourrai répondre à vos questions. Il y a Madame Barrec qui a écrit un commentaire. Mais c'est assez personnel, donc je prendrai le temps de vous répondre par courriel par rapport à l'équivalence et tout, si vous êtes, parce que vous êtes diplômé en pharmacie d'un autre pays. Donc, Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, Sydney. Bon, j'ai transféré à mon téléphone. Mais c'est juste pour me présenter. Je m'appelle Sydney. Je travaille à St. Mary's. C'est juste pour parler en termes de la charge de travail aussi. C'est juste pour vous dire que travailler dans un quote-unquote petit centre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est à tous les jours, c'est comme un nouveau projet. On ne sait pas qu'est-ce que la journée va nous remporter. On peut avoir un PAS à remplir pour un tuberculeux multirésistant, comme on peut avoir des journées plus relaxes avec une admission par jour, qui fait en sorte que à chaque jour, c'est intéressant pour moi versus quelque part un plus grand centre, ce que moi, je ne voulais pas, qu'à tous les jours, la charge est très élevée, qui peut en faire en sorte que je pourrais me fatiguer de ceci. Donc, j'aime beaucoup qu'on fait de la distribution, on fait des tâches, etc. Fait que ça stimule à tous les jours une nouvelle journée. Mm-hmm. Super. Merci, Sydney, pour ton intervention. Peter? Oui, c'était juste pour revenir à la question sur le chat. Je ne vais pas y répondre directement vu que Nada, tu allais la répondre, mais juste une précision qu'on n'est pas obligé d'avoir une maîtrise pour travailler dans un hôpital, ou du moins dans le système hospitalier. Les CHSLD, comme j'avais mentionné dans la présentation, on n'a pas besoin d'une maîtrise. Alors, ceux qui finissent le PharmD peuvent quand même être embauchés pour ça. Exact. Merci, Peter. Effectivement, donc, si on détient un diplôme de premier cycle, on peut définitivement travailler dans un centre de CHSLD sans la maîtrise. Je vais laisser la parole à Monica. Oui, allô? Moi, c'est Monica, je travaille au Lakeshore. Je voulais juste me présenter. Puis, dans le fond, je voulais aussi dire comment c'est important, je pense, plus vous allez avancer dans votre pratique, la conciliation famille, travail, parce qu'on passe tellement d'heures au travail. Fait que la proximité, c'est vraiment quelque chose d'important à considérer. Et dans une petite équipe aussi, c'est plus facile pour obtenir un poste, les choix de vacances. Puis aussi, ce que moi j'ai apprécié quand j'ai commencé, parce que j'ai travaillé ailleurs avant, c'est qu'on est arrivé une gang de 3-4 dans un même milieu par rapport en région. Puis là, ça a vraiment augmenté le niveau du centre. Fait que si vous êtes plusieurs à ne pas savoir où aller encore, parlez-vous. Puis ça peut faire une différence juste d'avoir des amis puis des gens avec qui on est habitué de travailler. Merci, Monica. Je vais laisser notre dernière intervention à Céline. Vas-y, Céline, qui est également pharmacienne chez nous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien.
Oh oui, ok, parfait. Alors, je me présente, je m'appelle Céline, je suis pharmacienne à l'hôpital St. Mary's. Je viens avec l'expérience en CHSLD et soins palliatifs, surtout du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal et avec expérience comme adjointe au chef. Maintenant, je suis changée à St. Mary's après 7 ans et maintenant, c'est vraiment fun d'être dans les soins aigus et pour élaborer, de voir des nouvelles secteurs cliniques à travailler. Alors maintenant, je travaille à la distribution, dans le SCAS, le HAT stérile. Je fais des soins intensifs, l'urgence, les soins médecine interne. Alors, tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux. Maintenant, je vais faire aussi des tâches administratives pour faire des grands projets, pour prendre la relève de mon collègue gestionnaire. Alors, tu as vraiment des nouvelles choses à voir. Every day can be different. You don't know what you're going to get. Alors, c'est vraiment intéressant et de travailler dans une belle équipe, ça vaut beaucoup. C'est vrai. Merci, merci Céline pour ton intervention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, puis ça change et on s'adapte en équipe et en groupe. Comme on a dit, c'est notre expérience collective qui fait qu'on réussit, puis on travaille bien en équipe. Oui. Donc, il est déjà 13h07. On a dépassé de quelques minutes, mais je trouvais ça important de quand même laisser la place aux interventions. Merci à tout le monde. Donc, je vous envoie par courriel. Vous allez recevoir un courriel avec l'enregistrement. Et si vous pouvez juste prendre quelques secondes pour répondre au sondage qui est à l'écran en scannant le code QR ou en suivant le lien, on apprécierait beaucoup votre rétroaction. Et au plaisir de se revoir à un prochain webinaire. Donc, merci aussi à nos conférenciers Samuel, Peter et Jordan. Et encore une fois, merci aux communications et aux ressources humaines qui ont été excellents et nous ont accompagnés tout au long de cette première expérience. Bonne journée tout le monde. À bientôt.